Bourreau. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Union française des retraités et on va se parler de tout cela ensemble. Toujours avec Élodie Mielzarek, avec Ava Jamshidi et avec Olivier Mazerolles sur ce plateau. Vous avez entendu ce montage où effectivement le chef de l'État et les retraités se répondent. Est-ce que je peux vous demander d'abord quelle est votre marge de manœuvre par rapport à cette réforme? En tout cas pour l'instant ce qu'on en sait simplement c'est le gel de l'indexation. Alors, le gel de l'indexation, ça je pense qu'on va en parler dans le courant, donc c'est clair que par rapport à ça, notre marge de manœuvre, elle est à la hauteur du nombre de divisions blindées dont nous disposons pour aller bloquer les voies, les autoroutes, etc. Comme on n'en a pas, notre marge de manœuvre, c'est quoi? C'est, et je vous en remercie, de nous inviter sur les plateaux, à la radio, dans la presse, pour qu'on puisse exprimer notre point de vue, pas le nôtre, mais le point de vue des retraités, et je peux vous affirmer que les retraités, ils en ont ras la casquette, c'est clair, ras la casquette. Nous avons reçu en 2 jours plus de 200 manifestations par mail, par téléphone, etc. De retraités qui nous expriment à quel point ils sont mécontents, ils ne comprennent pas, et ça va au-delà, ils sont furieux. Et ils sont inquiets aussi peut-être. Ils sont inquiets, ils sont surtout furieux. Alors j'ai entendu là, ce que vous avez, la déclaration de notre président, où il a remercié les retraités. Il les a remerciés de s'être fait faire les poches. En fait, c'est ça, en fait. Je vous ai piqué du pognon et je vous en remercie, etc. Tout ça. C'est se foutre du monde. C'est pas passé du tout. Et ça, c'était pas pour ce coup-ci. C'était pour la CSG qu'il avait dit ça. Et là, on est dans une situation encore pire, puisqu'aussi bien la CSG, c'est fait. La CSG, c'est 1,7% de revenus des retraités, de la très grande majorité des retraités, car quelques-uns, effectivement, encore que là, il y a eu pas mal de malentendus, etc. La très grande majorité, donc c'est 1,7%. Ça s'est fait. En amont, depuis 10 ans, entre les gels, les coups de rabot, les reports de revalorisation, on a déjà connu, si vous voulez, des amputations de pouvoir d'achat. Et là, on nous annonce, pour les 2 années qui viennent, avec une inflation qui devrait être de 1,7, dit-on, une revalorisation de 0,3, ça fait 1,4 d'amputation de pouvoir d'achat pour chacune des années. Vous additionnez 1,4, 1,4, 1,7, etc. La cour est pleine, les retraités en ont marre. Alors, ils sont furieux. On s'est interrogé justement sur l'impact de ces mesures avec 3 profils différents de retraités. Vous allez découvrir ça tout de suite dans ce reportage d'Axel Cariou. Regardez. Nous avons choisi 3 profils. Un ancien ouvrier, 1 314 € de retraite par mois. Un ancien cadre, 2 400 €. Et une veuve qui touche la réversion de son mari, 3 762 €. Des profils très différents et pourtant, déduction faite de leurs complémentaires, les décisions du gouvernement auront le même impact sur leur retraite de base. Dès l'an prochain, pour tous les 3, elle n'augmentera que de 3 € par mois. Je ne peux pas faire grand-chose avec. J'ai encore un fils et je ne peux pas vivre comme tout le monde. Et puis, admettons d'avoir une voiture, de devoir assurer la voiture, tout ça. Mais dans le détail, les effets seront très divers sur leur train de vie. Joseph Marguerite, l'ancien ouvrier, n'est pas soumis à la CSG. Il n'a donc pas subi sa récente augmentation. En revanche, comme il ne paie pas la taxe d'habitation, il ne tirera aucun avantage de sa suppression. André Cohen, l'ancien cadre du textile, a pour sa part subi de plein fouet la hausse de la CSG, plus 1 944 € sur l'année. Et même s'il peut espérer être exonéré de la taxe d'habitation, il ne regagnera que 640 €. Le compte n'y est pas du tout. À partir du moment où nous avions une retraite d'assurés et connus, on a réglé notre train de vie en fonction de cette retraite, qui aujourd'hui n'est plus vrai. On n'est pas parti en vacances cette année. Donc on est resté au soleil parisien, il était abondant. Quant à Véronique de Redon, ancienne secrétaire qui touche une pension de réversion conséquente, elle a connu une augmentation de la CSG de 736 € et devrait continuer à payer la taxe d'habitation, 300 €. Même si elle reconnaît être plutôt aisée, elle ne cache pas son amertume. Je veux bien participer, il n'y a pas de souci, sauf que je voudrais que tout le monde participe. Pas forcément que les retraités. Il y a aussi des fortunés en France. Et puis là, on leur a fait quand même des cadeaux, et il faudrait peut-être qu'ils en rendent un petit peu. Sur les 16 millions de retraités français, seule une catégorie ne sera pas soumise à un effort supplémentaire, les bénéficiaires du minimum vieillesse. Ils sont plus de 430 000 en France.
Alors, Olivier Mazerolle, la retraite, c'est un gros morceau, un très gros morceau de la dépense sociale, parce que c'est à peu près 45% de la dépense sociale. Mais c'est une dépense sociale utile. Ils consomment les retraités. Oui, ils consomment les retraités et en fait, je trouve que dans cette façon de procéder d'Emmanuel Macron, il peut y avoir deux motifs. Souvenez-vous d'une interview qu'il avait donnée dans Le Point, c'était le magazine Le Point, c'était en août de l'année dernière. Il avait eu cette formule, les pauvres d'aujourd'hui sont souvent moins les retraités que les jeunes. Sous-entendu, il y a cette idée qui trotte dans la tête d'un certain nombre de gens que finalement, il y a une ou deux ou trois générations qui ont eu la chance de naître pendant ou juste après la guerre, qui ont profité de l'expansion économique et qui s'en sont mis plein les poches comme les cigales au détriment des générations suivantes. Il n'y avait pas du tout cette mentalité-là. C'est vrai qu'il y a eu une opportunité comme ça, bon, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Attendez, la deuxième chose chez Emmanuel Macron, c'est une vision économiste mais froide et presque arithmétique, c'est-à-dire, dans le fond, c'est vrai que les retraites, c'est ce qui contribue le plus, ou enfin beaucoup, à la dépense de l'État. Donc, essayons de prendre un peu d'argent là-dessus pour le remettre et l'investir dans la formation et dans un meilleur équipement du pays. Bon, d'accord. Mais ça passe pas parce que psychologiquement, d'abord, ça va contre-courant, tout simplement. La politique, c'est aussi tenir compte de la psychologie des gens. Deuxièmement, ça inquiète aussi des jeunes qui se disent, mais alors si on touche en retraite aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous rester à nous quand on va arriver à l'âge de la retraite? On est en train de nous pomper de l'argent. Pourquoi est-ce que ça existera encore? Donc, c'est un très mauvais calcul. Et enfin, sur le plan politique, c'est un calcul absolument désastreux parce que les retraités sont ceux qui vont le plus voter. Et au moment où ils iront mettre le bulletin dans l'urne, je pense qu'ils se souviendront de ce qui est en train de se produire. Oui, Ava. Au sein de l'exécutif, on considère que c'est un mal nécessaire, pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier. Mais j'ai le souvenir d'un conseiller qui relevait de manière assez cyniquement au moment de la CSG que les retraités n'ont pas de capacité de mobilisation et qu'il était fort peu probable qu'ils descendent dans c'est ce que dans disait la monsieur. rue. C'est du cynisme. Enfin, ils votent, les retraités. Donc, Le coût politique, comme l'a dit Olivier, évidemment, Jusqu'à présent, risque d'être très élevé. Ouais. Jusqu'à présent, on ne nous a pas retiré le droit de vote. Même si à une époque, un responsable qui a été au commissaire, etc., tout ça, estimait que le droit de vote devrait être inversement proportionnel à l'âge. Bon, bah, ça, il n'en est pas question là, je Non, vous non, mais rassure. je vous l'ai dit, mais... Ça les inquiète, Ava, cette colère? On entend M. Bourreau depuis tout à l'heure qui est très en colère. Est-ce que ça les inquiète au niveau de l'exécutif? Ça les inquiète un peu, notamment parce qu'ils ont déjà pu constater au moment de la CSG à quel point ils ont été débordés par du courrier qu'envoyaient des retraités, des mails qui leur étaient adressés pour expliquer très concrètement ce que cela changeait dans leur quotidien. Là, ils en remettent une nouvelle couche, si on peut dire. Et puis surtout, cette inquiétude, on la sent très fort au niveau des députés de la majorité, puisque la piste d'une espèce de prime forfaitaire pour compenser cette perte de pouvoir d'achat est évoquée par les élus de La République En Marche qui constatent, eux, sur le terrain, à quel point les retraités sont en colère et souffrent dans leur panier et dans leur chariot des problèmes de pouvoir d'achat. Alors, cette piste, elle est évoquée par le magazine Capital. Vous en avez entendu parler ou pas? Alors, je voulais juste un complément à ce que vous avez indiqué. Il y a même une députée qui a traité les retraités de schizophrènes. Vous l'avez probablement vu, entendu parler. Et je voulais rajouter un mot, juste rajouter sur ce que disait M. Mazerolle. Alors, c'est vrai, l'Eldorado, les retraités ont connu l'Eldorado, les 30 Glorieuses. En oubliant que les 30 Glorieuses, ça s'est terminé en 1971, quand le gouvernement américain a décidé de cesser de convertir les dollars en or. Et puis, on évoque également souvent qu'ils n'ont pas connu le chômage. Je crois qu'il faut rappeler que depuis les années 80, le chômage se situe dans des eaux de 8 à 10%, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut arrêter de raconter l'Eldorado. Je me permettrais de dire que ça a duré un petit peu plus longtemps, parce qu'après, il y a eu une très forte inflation, effectivement, avec le premier choc et le second choc pétrolier, mais qu'il y a eu la décision de l'augmentation de l'indexation des salaires
sur l'inflation, ce qui fait qu'en réalité, ça a duré comme ça jusqu'en 83 ou 84, je crois, lorsque Jacques Delors a fait cesser cette indexation. Un petit point sur ces retraites, Élodie Mielzarek, il y a une logique démographique malgré tout. Là, en ce moment, d'après les chiffres des économistes, 2 cotisants et demi pour un ayant droit à peu près. Avant, c'était 4. Quand on réfléchit puisque c'est une retraite par répartition, ça veut dire que les actifs d'aujourd'hui payent pour les non-actifs d'aujourd'hui, on est bien d'accord. Il y a quand même une logique démographique. La population a évolué. Enfin, je veux dire, on est plus nombreux maintenant qu'avant. Oui, alors moi je suis moins à l'aise sur les questions économiques que sémantiques, mais ce qui m'intéresse beaucoup justement, c'est de voir comment, à travers les mots, on construit un imaginaire, ce que vous avez commencé à toucher du doigt. Il me semble que la difficulté dans le terme retraité, c'est qu'on est dans ces expressions prendre sa retraite, partir en retraite. Autrement dit, quelque chose qui est de l'ordre de la passivité et du non-actif. Oui. Or, les retraités aujourd'hui sont beaucoup plus actifs qu'avant. Ils font des choses extraordinaires. Ils s'occupent des enfants, de leurs petits-enfants. Ils sont très investis dans les milieux associatifs. C'est-à-dire que sans eux, finalement, il y a même tout un pan de la société qui ne pourrait pas fonctionner. Et on peut comprendre que quand on leur dit que finalement, parce qu'ils sont retraités, ils peuvent se serrer la ceinture, ce soit pas tout à fait équitable d'un point de vue de ce qu'ils construisent et de ce qu'ils fassonnent. Parce que tu ne travailles pas, tu ne rapportes pas de richesse. Exactement. C'est ça dans l'imaginaire collectif. Et on peut même aller plus loin et se poser la question dans la représentation et le modèle de la Startup Nation, quelle est la place qui est laissée aux retraités dans ce modèle-là? Parce que Startup Nation, tout de suite, on imagine quelque chose qui est plutôt adressé aux jeunes, qui est plutôt dans le dynamisme. Ben oui, mais quelle place, du coup, on fait à ces retraités qui, finalement, ne sont en plus pas si passifs que cela? Christian Bourreau. Je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez indiqué, chère madame. Nous avons des expressions. Ce que nous disons, c'est en retraite ne signifie pas en retrait. Et puis d'un autre côté, plus si jeune, certes, mais pas si vieux pourtant. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez cité les associations, regardez dans les communes, les conseils municipaux, etc. Tout ça. On dit même qu'il y aurait des retraités au Sénat et à l'Assemblée nationale. On le dit. Ils ne sont pas inactifs, ces gens-là. Et donc, le fait de... Allez-y. Allez-y, non, je vous laisse terminer. Si vous voulez, effectivement, vous avez tout à fait raison d'insister, si vous voulez, sur ce point, à côté de l'aspect « on me pique mon pognon on ampute mon pouvoir d'achat, ce qui est manifeste. Avec comme particularité, c'est que quand on ampute le pouvoir d'achat des retraités, ils n'ont aucune possibilité de se refaire la cerise. Oui. On ne va pas leur donner une augmentation, ce n'est pas prévu pour demain. Mais au-delà de ça, il y a effectivement ce rôle qui est plus ou moins sous-entendu. Monsieur Mazerolle l'a un petit peu évoqué en disant « Oui, vous avez connu les 30 Glorieuses, là vous indiquez qu'ils sont en retraite, etc. » C'est pas vrai, les retraités sont actifs. Alors, je ne vais pas me prendre comme modèle, c'est bien évident, mais ça fait expliquez-nous. Ben non, mais enfin bon, quoi, donc je suis retraité depuis déjà un certain temps, je me suis engagé, si vous voulez, dans ces associations, j'y passe du temps, je m'en occupe, et je suis ravi de vous voir. Franchement, il faut être clair. Nous aussi, on est ravis de vous voir. Mais il y a juste une question que je voudrais vous poser, parce que c'est pas du tout pour me faire l'avocat du diable, mais est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour dire qu'il faut réformer le régime de retraite, pour dire que ça ne fonctionne pas? Et si oui, quelles seraient les idées pour que ça fonctionne? Alors, sur le sujet, je vous dirais, madame, que cela fait 10 ans, 10 ans que nos organisations préconisons que se mette en place un régime universel de retraite. À peu près ce que le président vient d'annoncer il y a quelque temps et sur lequel M. Delevoye, Jean-Paul Delevoye, est en train de préparer, de consulter un peu partout pour mettre en place un système. J'ai 2 minutes. Expliquez-moi ce que c'est. J'ai 2 minutes. Il faut parler du système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. 40 régimes, 42, 39, ça se discute. Peu importe, un grand nombre. Ce n'est pas Dieu qui les a inventés, c'est les hommes qui, avec le temps, les circonstances, ont créé ces différents trucs. Le seul truc, c'est qu'ils sont différents. Ils ont des règles différentes concernant les âges, concernant les cotisations, concernant l'âge de départ, concernant le montant des cotisations, concernant toutes sortes de choses, et concernant en particulier, j'ai noté qu'on en avait parlé tout à l'heure, les pensions de réversion. Tout ça est différent d'un régime à l'autre. Ça crée des différences, et les différences, tout le monde le sait, ça génère des jalousies. Parce que ce que moi je n'ai pas, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Par contre, ce que moi j'ai en plus, ce n'est que la reconnaissance de mon propre mérite, si vous voulez. Donc on est un peu dans cette situation. Donc l'idée de dire,
La situation de retraite est une situation qui concerne tout le monde, quelle qu'ait pu être l'activité professionnelle. On a été député, on a travaillé dans le privé, on a été indépendant, on a été ceci, cela. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec la disparition des revenus auxquels on était habitué. Et donc, on a besoin de retraite. Pourquoi faut-il qu'il y ait des différences selon qu'on ait été fonctionnaire, député, travaillé dans le privé, etc. Donc, l'idée d'avoir une retraite universelle, ça nous va très bien. Alors, retraite universelle, c'est de nature à éliminer, si vous voulez, les injustices, les différences, etc. Les régimes spéciaux, c'est comme les autres. Alors, on ne demande pas la mort du petit cheval. Ce qu'on nous demande, c'est qu'on s'oriente vers un régime qui concerne vraiment tout le monde, avec des règles qui soient communes. Demander l'équité, c'est quand même pas une chose monstrueuse. Enfin, dans un pays qui passe son temps à revendiquer l'égalité, demander l'équité en matière de retraite, c'est quand même élémentaire. Alors, une réaction d'Olivier Mazerolle là-dessus, et puis ensuite, Élodie va nous expliquer comment Emmanuel Macron parle aux retraités. C'est très intéressant, vous verrez. Mais il faut qu'on en arrive à ça. Il faut qu'on en arrive à ça, parce qu'effectivement, la suspicion et la jalousie, c'est une des maladies de la société française, et par conséquent, on a envie d'y voir clair. Quand Emmanuel Macron dit, alors après, il y a le problème du système par points. Pourquoi pas ? Après tout, ça permet effectivement de savoir où on en est, à la condition qu'on ne passe pas au système de retraite par capitalisation, hein, mais qu'on reste au système, à l'heure actuelle, de répartition, de solidarité entre les générations, parce que la capitalisation, c'est extrêmement ça veut dangereux. dire je travaille, vous pouvez je mets de l'argent décrocher le pour jackpot, moi de côté. mais vous pouvez aussi, en cas d'effondrement, vous retrouver complètement dans la dèche. Voilà, ça c'est quelque chose qui est certainement important et qu'il faut réaliser. Et là, Emmanuel Macron, je pense, a vraiment raison de vouloir le faire. Mais là ou dans la situation présente, vraiment, ce qui ne colle pas, c'est encore cette vision technocratique. Souvenez-vous, pour la CSG, il avait noté le seuil de 1 200 € à partir duquel les retraités seraient frappés par la hausse de la CSG. 1 200 €, c'est 20 ou 30 € de moins, c'est que le seuil de pauvreté retenu par l'INSEE. C'est-à-dire que donc, dans un premier temps, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on a même considéré que ceux qui étaient en dessous du seuil de pauvreté pourraient quand même être ponctionnés. Finalement, on est passé, je crois, à 1 360 €. Il faut bien voir aussi que les retraités, ce n'est pas une masse uniforme. Il y a effectivement des retraités qui ont du mal à finir les mois. Il y a ceux qui sont moyen de gamme, et puis il y a ceux qui sont quand même plus aisés, et ceux-là, ils peuvent sans doute comprendre, ils ne seront pas contre si on leur dit normalement, écoutez, voilà, il y a un effort national à entreprendre, on vous demande une partie d'effort particulière à vous, parce que, etc. Ils l'accepteront, j'en suis convaincu. Alors,